Ouverture hier à New York du sommet sur le climat, les dirigeants mondiaux s'engagent à redoubler d'efforts pour limiter le réchauffement de la planète. La France poursuivra dans les jours à venir ses frappes aériennes contre le groupe État islamique en Irak. Parole du ministre de la Défense que nous suivrons dans ce journal. Nouveau rapport de l'ONU sur la crise en Ukraine, plus de 3000 personnes y auraient trouvé la mort. Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Sika TV pour vous informer. Le sommet de l'ONU sur le climat a démarré hier à New York. Les dirigeants mondiaux, sommés de prendre leurs responsabilités face au changement climatique, se sont engagés à redoubler d'efforts pour limiter le réchauffement inquiétant de la planète. Retour sur les grands axes de la première journée de ce sommet avec Claire Stéphane Sacramento. Redoubler d'efforts pour limiter le réchauffement inquiétant de la planète, voilà ce à quoi se sont engagés à New York les dirigeants mondiaux, sommés de prendre leurs responsabilités face au changement climatique. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, demande à tous les gouvernants de s'engager à conclure un accord universel et significatif sur le climat à Paris en décembre 2015 et de faire tout ce qu'ils peuvent pour limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. L'objectif fixé à Copenhague en 2009. Le changement climatique présente un risque pour les entreprises et les marges financières du monde entier. Il menace notre solidité financière et nos efforts pour réduire la pauvreté et soutenir une croissance économique durable. Ceci est le début d'une nouvelle ère de coopération. Nous avons besoin de plus d'ambition et de synergie entre vous tous pour pousser l'économie mondiale dans la bonne direction. Pour sa part, le président François Hollande a annoncé que la France allait verser $1 milliard à un fonds vert créé en 2009 pour aider les pays en développement à faire face aux menaces. Or aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui mettons en danger la planète, c'est nous-mêmes qui devons régler ce que nous avons nous-mêmes créé, et notamment les pays en développement. À la tribune de ce sommet historique, le président Barack Obama a appelé à conclure un accord ambitieux à la conférence de Paris fin 2015. Il a promis que les États-Unis, qui ont une responsabilité particulière, prendraient leur part de fardeau pour contrer la menace urgente et croissante du changement climatique. Le climat change plus rapidement que nos efforts pour y répondre. Nos citoyens manifestent. Nous ne pouvons faire semblant de ne pas les entendre. Nous devons répondre à l'appel. Nous savons ce que nous devons faire pour éviter les dommages irréparables. Nous devons baisser la pollution par les énergies fossiles dans nos propres pays afin d'éviter les pires conséquences du réchauffement climatique. Nous devons nous adapter aux impacts que nous ne pouvons malheureusement plus éviter et nous devons travailler ensemble en tant que communauté globale pour attaquer cette menace mondiale avant qu'il ne soit trop tard. Je demande aujourd'hui à tous les pays de se joindre à nous, pas l'année prochaine ou l'année suivante, mais dès maintenant, parce qu'aucun pays du monde ne peut faire face seul à cette menace globale. Le représentant de la Chine, un des plus gros pollueurs avec l'Inde et les États-Unis, s'est lui aussi voulu coopératif. La diversité des participants, 120 chefs d'État et de gouvernement, plus de 200 entreprises et de nombreuses ONG montrent l'intérêt combien important à ce sujet. Les États-Unis, aidés de leurs alliés arabes, ont pour la première fois attaqué hier mardi les djihadistes de l'État islamique en Syrie. Ils ouvrent ainsi un nouveau front dans la guerre contre ce groupe ultra-radical qui est déjà la cible des frappes en Irak. L'opération marque la première intervention étrangère depuis le début de la guerre civile en 2011 en Syrie. L'opération de la coalition a été menée au moyen d'avions de chasse, de drones, de bombardiers et de missiles tirés depuis des navires américains opérant dans les eaux internationales de la mer Rouge et du Golfe, selon le Pentagone. Le président Barack Obama a salué ce mardi la force de la coalition qui a attaqué pour la première fois les djihadistes de l'organisation État islamique en Syrie, preuve selon lui que les États-Unis ne sont pas seuls dans ce combat.
La nuit dernière, suivant mes ordres, les forces armées américaines ont commencé les frappes contre des cibles du groupe État islamique en Syrie. Nos amis et partenaires, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Bahreïn et le Qatar nous ont accompagnés dans cette action. La force de cette coalition démontre clairement au monde qu'il ne s'agit pas simplement du combat de l'Amérique. Les peuples et le gouvernement au Moyen-Orient rejettent également l'État islamique et défendent la paix et la sécurité que la région et le monde méritent. Les frappes ont visé des sites d'entraînement, des centres de commandement, des bases, des dépôts et véhicules armés et des camions de ravitaillement dans les régions du nord et de l'est de la Syrie. Les États-Unis ont également frappé un autre groupe extrémiste dans la région d'Alep au nord de la Syrie. Il s'agit du groupe Khorasan, formé d'ex-combattants d'Al-Qaïda. Les frappes visaient à mettre en échec une attaque imminente préparée par ce groupe contre les États-Unis et les intérêts occidentaux. La nuit dernière, nous avons également lancé des frappes pour perturber les projets d'attaque par des membres expérimentés d'Al-Qaïda. Le groupe Khorasan, qui prépare des attaques contre les États-Unis et contre nos alliés. Une nouvelle fois, il faut que cela soit clair pour tous ceux qui veulent planifier des attaques contre les États-Unis et attaquer des Américains. Nous ne tolérerons pas l'existence de refuges pour les terroristes qui menacent nos ressortissants. Cet effort prendra du temps. Nous ferons face à des difficultés, mais nous ferons ce qui est nécessaire pour combattre ce groupe terroriste, pour assurer la sécurité de ce pays, de la région et du monde entier. Cette opération survient au moment où un Français est retenu en otage en Algérie par un groupe djihadiste lié à l'État islamique. Il a menacé ce lundi de l'exécuter dans un délai de 24 heures si la France ne cessait pas ses frappes en Irak. Justement, le ministre français de la Défense a indiqué hier mardi qu'il y aurait de nouvelles frappes contre l'État islamique, ce groupe de terroristes qui sévit en Irak, ceci malgré les menaces de ce groupe contre la France. Le ministre de la Défense a par ailleurs insisté sur la détermination de l'État français à obtenir la libération de l'otage français détenu en Algérie. C'était au micro de nos confrères de France 2. Est-ce que la France a un contact direct ou indirect via l'Algérie avec ses ravisseurs ? Dans tous les cas de figure concernant les otages, j'ai deux principes depuis que j'exerce mes fonctions, discrétion et détermination. Je garde ces principes ce soir. Y compris sur le fait simple de savoir s'il est encore en vie ? Je n'ai aucune information complémentaire. Le risque est grand ce soir pour la vie ? Oui, il y a des risques, oui. Il y a des menaces, oui. Vous les prenez au sérieux ? Oui, nous prenons ça très au sérieux. Nous sommes dans la coalition. Nous avons été appelés par les autorités irakiennes en appui aérien à leurs actions militaires au sol menées par les forces irakiennes et les forces du Kurdistan. Et donc, nous accomplirons notre devoir à l'égard de l'appel qui nous a été formulé par les autorités irakiennes, et nous continuerons les frappes dans les jours qui viennent, bien évidemment. Nous continuons les missions de surveillance et d'identification, et nous essayons de repérer des cibles qui sont de nature à empêcher, enrayer les forces de l'État islamique et à permettre aux forces au sol de reconquérir du terrain, de reconquérir l'intégrité du territoire et l'intégrité politique de l'Irak. Non, nous continuerons. Ce n'est pas parce qu'il y a ces déclarations qu'il faut céder. Il faut au contraire anticiper, prendre l'initiative. C'est ce que nous avons fait. Il y a depuis de nombreuses années des réseaux terroristes qui sont démantelés. Il y a depuis de nombreuses années des menaces qui sont proférées à l'égard de la France. Mais la France sait se défendre. Et la France ne cède pas. Loin du groupe État islamique et de la France, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des droits de l'homme a présenté hier à Genève, devant le Conseil des droits de l'homme, le nouveau rapport de l'institution sur le conflit en Ukraine. Un rapport qui met l'accent sur le bilan du conflit et sur les manquements aux droits de l'homme. 3245 personnes ont péri dans le conflit qui sévit en Ukraine à la date du 21 septembre 2014. C'est du moins ce qui ressort du nouveau bilan de l'ONU présenté mardi à Genève devant le Conseil des droits de l'homme. Un bilan qui pourrait même être revu à la hausse. Le bilan au 21 septembre s'élève à 3543 tués, si nous incluons les 298 victimes du crash de l'avion de la Malaysian Airlines.
Et ce nombre est sans doute significativement plus élevé car il ne repose que sur les sources disponibles. Le nouveau rapport de l'ONU met également l'accent sur la situation des personnes détenues en Ukraine. De la mi-avril au 16 août, plus d'1 millier de personnes ont été détenues par la police et le service de sécurité de l'Ukraine dans le territoire du Donbass. Ces personnes, comme toutes les autres personnes en Ukraine, ont droit à un traitement rapide et égalitaire devant la loi. Pour le secrétaire général adjoint aux Nations Unies en charge des droits de l'homme, la communauté internationale doit agir pour éviter aux populations déplacées de l'Ukraine un hiver désastreux. Il sera important, selon lui, de s'assurer que l'aide nationale et internationale soit mobilisée de façon urgente afin de prévenir ce qui pourrait devenir une urgence humanitaire. En bref, en Libye, des combats font rage depuis plusieurs jours à Weshifana, au sud de Tripoli. Ces combats opposent notamment les milices islamistes dénommées Aube de la Libye et des hommes armés accusés d'être loyaux à l'ancien régime de Muammar Kadhafi. Des combattants et des véhicules en feu pouvaient être vus dans les rues de cette banlieue de la capitale Tripoli, comme vous le voyez d'ailleurs sur les images. Et puis le commandant de l'une des plus terribles prisons communistes roumaines est jugé aujourd'hui à Bucarest pour crimes contre l'humanité. Il s'agit de crimes commis par le régime totalitaire de Bucarest il y a 25 ans. Un tour dans une prison de l'Est du pays nous replonge dans la terreur qui a caractérisé cette période dans le pays. Ces murs délabrés ont été les témoins impuissants de terribles souffrances dans les années 50. Ils ont abrité l'un des pénitenciers les plus durs du régime communiste roumain qui a emprisonné jusqu'en 1989 plus de 600 000 personnes pour raisons politiques. 25 ans après la chute de la dictature communiste, un ex-commandant de la prison de Râmnicu Sărat, dans l'est du pays, sera jugé à partir de mercredi pour crimes contre l'humanité. C'est le premier procès du genre en Europe de l'Est. On n'a jamais eu de procès contre le communisme, ni juridique, ni un vrai procès idéologique. Même s'il est le seul pour l'instant, ce procès a une forte valeur symbolique et peut être comparé, toute proportion gardée, à celui de Nuremberg. Âgé de 84 ans, Valentin Cristea est le dernier survivant de Râmnicu Sărat. Son souvenir de détention le plus douloureux, outre le manque de nourriture et de chauffage, c'est l'isolement absolu. L'interdiction d'adresser la parole à qui que ce soit. Chaque détenu était enfermé seul, privé de contact avec l'extérieur. Les détenus surpris en train de frapper sur le mur pour communiquer en morse avec leurs camarades étaient sévèrement punis. Je ne suis pas devenu fou, mais il y a eu des moments où j'ai pleuré des seaux de larmes, car on pleure quand on se trouve dans une telle situation. Mais il y a eu aussi un moment où j'ai failli perdre la raison. Cet ancien ingénieur a décidé avec sa femme de ne jamais avoir d'enfants pour ne pas les exposer aux dangers du régime. La justice reproche à Alexandru Vișinescu d'avoir mis en place un véritable système d'extermination alors qu'il dirigeait la prison de Râmnicu Sărat entre 1956 et 1963. Lui s'en défend et accuse ses chefs. Issu d'une famille très pauvre, il dit avoir vu dans son recrutement par le régime communiste une chance de sortir de la misère. Si j'ai vraiment commis des erreurs, pourquoi m'aurait-il gardé là-bas durant 8 ans? On m'avait toujours donné de très bonnes évaluations car je suivais la ligne de la direction. Pourquoi n'interpelle-t-on pas la direction générale des pénitenciers à ce sujet? Une trentaine d'autres tortionnaires présumés sont actuellement dans le collimateur de la justice. Valentin Cristea, lui, a pardonné et trouvé la paix. Mais pour nombre de victimes et leurs familles, ces démarches interviennent trop tard. Sur le continent africain, l'épidémie d'Ebola est entrée dans une phase de croissance explosive avec 20 000 personnes risquant d'être infectées d'ici à novembre si les mesures de lutte n'étaient pas renforcées. C'est une alerte donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Sans une amélioration drastique des mesures, il y aura dans les prochains mois non pas des centaines de cas, mais des morts par milliers
ont souligné les experts de l'ONU. En supposant qu'il n'y ait aucun changement au niveau des mesures de contrôle de l'épidémie, il y aura au début du mois de novembre 9 939 cas au Libéria, 5 925 cas en Guinée et enfin 5 063 cas en Sierra Leone, ont indiqué les experts de l'ONU qui ont souligné au passage que 7 personnes sur 10 infectées par l'épidémie d'Ebola meurent de la maladie. Près de 6 000 personnes, soit 3 fois moins, sont infectées actuellement donc par le virus Ebola. Au Kenya, les 4 accusés du procès de l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi ont été agressés en prison selon leur défense. Prévue pour démarrer ce mercredi, l'audience a été à nouveau ajournée. Un an après l'attentat de Westgate, les circonstances de l'attaque restent toujours floues. Les suspects étaient dans les cellules du tribunal ce mardi, des bandages autour des bras, et l'ordre a été donné de les transférer à l'hôpital, a déclaré Mwaniki Goshomo, l'un des avocats de la défense. L'autorité pénitentiaire dit que les suspects ont été blessés quand les gardes ont tenté de maîtriser une mutinerie, mais les suspects disent avoir été attaqués par les gardes, a-t-il ajouté. Leurs conditions ne sont pas acceptables. Je pense que c'est pour cela qu'ils veulent se protéger du public et de la cour. Ils sont sérieusement blessés, ils sont blessés aux mains et aux jambes. C'est pourquoi nous avons voulu qu'ils soient vus par les magistrats. Mais les autorités de la prison ont fait de leur mieux pour essayer de les cacher à la justice. Un responsable de la Commission nationale kenyane des droits de l'homme, organisme financé par le gouvernement, a indiqué qu'une enquête était en cours. Un membre du greffe du tribunal de Nairobi où les 4 hommes sont jugés a par ailleurs indiqué que le procès ne pouvait pas se tenir ce mardi comme prévu car le juge chargé du dossier était à l'étranger. La date de reprise sera décidée le mois prochain. Les 4 hommes sont accusés d'avoir aidé les assaillants qui ont tué au moins 67 personnes dans le centre commercial de Westgate en septembre 2013. Leur procès ouvert depuis le mois de janvier progresse lentement. Hussein Hassan Mustafa, Mohamed Ahmed Abdi, Liban Abdullah Omar et Adan Mohamed Abdi Kadir sont inculpés de complot en vue d'une attaque terroriste, appartenance à un groupe terroriste et possession de matériel lié à une infraction terroriste. Plus de 35 témoins ont comparu depuis l'ouverture du procès et l'accusation compte en produire au moins 10 autres. Précisons que l'attaque de Westgate avait été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab, qui avait alors dit agir en son temps en représailles à l'intervention militaire kenyane menée contre eux en Somalie depuis octobre 2011. Nous restons au Kenya où 2 ressortissants iraniens ont été arrêtés la semaine dernière à l'aéroport de Nairobi. Ils sont poursuivis pour détention de faux passeports selon la police kenyane. Ils venaient de l'Arménie et voulaient se servir de leurs faux passeports israéliens pour se rendre en Belgique, a indiqué le chef par intérim de la police antiterroriste. Les 2 Iraniens, un homme et une femme, avaient été arrêtés au moment où la police kenyane était en état d'alerte à l'approche du premier anniversaire de l'attaque du centre commercial Westgate. D'après les autorités du pays, le Kenya est fréquemment utilisé comme point de transit par des passagers illégaux du Moyen-Orient, notamment des ressortissants de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie, qui cherchent notamment à regagner l'Europe. Ils ont souvent été arrêtés avec de faux passeports de pays comme la Grèce, Chypre ou Israël. Nous allons à présent nous rendre au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré a initié mardi une rencontre avec les membres du parti de l'opposition et de la majorité. Cette rencontre a eu lieu au palais présidentiel burkinabé et visait à entamer avec les forces politiques du pays des discussions sur un référendum constitutionnel qui permettrait au président Compaoré d'être candidat à l'élection présidentielle en 2015. Depuis quelques mois, pouvoir et opposition s'affrontent au Burkina Faso au sujet d'un possible référendum dont le but serait de modifier l'article 37 de la Constitution du pays qui limite à 2 le nombre des mandats présidentiels et qui empêche du coup le président Blaise Compaoré à la tête du pays depuis 1987 d'être candidat à la présidentielle de novembre 2015. À l'issue de la rencontre initiée ce mardi par le président Compaoré, la position de l'opposition est restée la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat.
Arrivé au pouvoir il y a 27 ans par un coup d'État, le président Compaoré, qui termine son deuxième quinquennat après avoir effectué 2 septennats, avait évoqué en décembre 2013 l'idée d'une telle consultation populaire, une initiative pour laquelle la majorité présidentielle appelle au dialogue national. Les formations de la majorité se sont toujours montrées prêts, engagés et déterminés à soutenir toute proposition, toute initiative, tout cadre qui viendrait donc pour renforcer la stabilité au Burkina, renforcer le dialogue au Burkina, renforcer la paix au Burkina. L'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. À la fin du mois d'août dernier, des dizaines de milliers de personnes avaient encore manifesté à Ouagadougou, la capitale, contre une telle initiative. Mais du côté de la majorité, les députés appellent le président Compaoré à convoquer ce référendum. L'opposition, pour sa part, accuse le parti au pouvoir de vouloir tripatouiller la loi fondamentale. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur Sika TV.